Fernandez, médecin épidémiologiste et fait partie de la direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne, on l'appelle ECHO, à la Commission européenne, installé actuellement en Jordanie, à Amman, et auparavant il était responsable, je pense, de la même chose en Amérique latine. Bienvenue à Paris et on vous donne le temps de parler de votre sujet que vous avez choisi, c'est le partage des accès aux infrastructures entre réfugiés et communautés d'Al-Qaïda. Merci. À vous, monsieur Fernandez. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour l'invitation. Merci à l'audience. J'imagine qu'ici on pourrait dire aussi Marhabten. Il y aura beaucoup de gens qui vont me comprendre. Et je vais essayer de parler en français. C'est pas ma langue maternelle. Alors je ferai beaucoup de erreurs. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. En français est loin d'être parfait. Sinon, je pourrais parler aussi en anglais, mais je comprends qu'il est plus facile pour la majorité des gens de parler en français. Vous parlez très bien. Oh, merci. Alors, d'abord, je voulais présenter les excuses de la part de M. Jean-Louis Deprauwe. Et il voulait bien venir, intervenir ici. En principe, c'était lui qui allait venir, mais malheureusement, un engagement de dernier moment, comme vous pouvez imaginer, c'est une personne très très occupée. Alors voilà, il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il présente ses excuses. Et je veux essayer de lui remplacer à sa place et de vous présenter un peu voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de partager les accès aux infrastructures de santé entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Et j'imagine que la plupart de l'audience déjà connaît un peu ce que c'est l'ECHO. C'est comme il a été présenté, c'est la direction générale à la Commission européenne pour les opérations de civil protection et aide humanitaire. Maintenant, ECHO, en tant que l'Union européenne, entre pour aider à les soutenir dans cette situation. Quand ECHO intervient, et quelles sont les priorités niveau santé? À quoi est-ce qu'on pense quand on voit une crise de réfugiés? Bon, et toujours selon le principe, on doit toujours suivre le principe de aide humanitaire, mais aussi il y a l'approche santé publique. Et c'est quand il y a une situation comme ça, une situation de débordement par des réfugiés, normalement, la préoccupation du gouvernement du pays de l'accueil, mais aussi de la communauté internationale, c'est aussi qu'est-ce qui se passe avec la santé publique, parce qu'on vit dans un monde qui de plus en plus est un seul monde, dans un petit village global. Alors, première priorité, c'est toujours les maladies infectieuses. Et on doit s'assurer que les gens qui arrivent ne souffrent, en plus de leur situation, de devoir fuir de leur pays, qu'ils ne souffrent pas encore en plus de cette épidémie, qu'il n'y a pas de situation qui mettent leur vie encore pire. Clairement, pour ça, il faut des systèmes de surveillance. Parfois, on les a sur place, parfois, on ne les a pas. Si on ne les a pas, il faut le mettre en place. Et il faut des indicateurs, il faut des traitements qui parfois sont sur place, parfois il faut les amener. Mais c'est toujours une de premières, toutes les immunisations pour les enfants. Et souvent, les gens, quand ils fuient en pays, notamment quand il y a des situations de persécution ou des conflits pas très ouverts, ils sont passés de temps, avant de quitter leur pays, ils sont passés de temps ce qu'on appelle techniquement le déplacement interne. Ils bougent à l'intérieur du pays, mais ils ne quittent pas le pays encore. Et quand la situation est floue, là ils sortent du pays. Et ça veut dire qu'ils sont souvent, quand ils arrivent,
Ils sont déjà passés des mois, parfois des années, en bougeant à l'intérieur de leur pays. Et ça veut dire que souvent, les enfants n'ont été jamais immunisés, ils n'ont pas eu accès aux soins de santé, et ils arrivent dans des situations très terribles. Alors, toujours, première priorité, maladies infectieuses. Deuxième priorité pour ECHO, c'est santé sexuelle et reproductive. La santé reproductive, ça on peut la comprendre très bien. S'il y a une population qui se déplace, il y aura toujours des femmes qui sont enceintes. On n'a pas besoin de commencer à les compter, il y a combien, on sait qu'il y aura un tel nombre, une telle chiffre selon les standards de la population. Ils vont avoir besoin de soins le premier jour, on ne peut pas attendre. Pour nous, lié à ça, c'est aussi toute la partie de santé sexuelle, parce qu'une des priorités pour ECHO, ce sont toutes les victimes de violences sexuelles. Alors clairement, quand il y a une situation de déplacement, une situation de on sait que ces personnes sont souvent des victimes encore plus nombreuses que dans des situations normales de la victime sexuelle. Et dans cette situation, notre priorité, c'est notamment le Clinical Management of Rape et pouvoir fournir cette victime moment de petit soutien psychologique, une petite empathie. Alors ça, c'est la priorité clairement d'ECHO. À niveau international, les standards qui s'appliquent, qui est approuvé par les Nations Unies, c'est le Minimum Introductory Service Package. C'est le niveau minimal de service au niveau santé sexuelle et reproductive que la population doit avoir accès à. Troisième priorité, santé mentale et soutien psychosocial. Et on a écouté avant parler de la situation en Palestine en général, dans le Moyen-Orient, je dirais, tout ce qui est santé mentale, il est très faible. On a très peu de psychiatres, très peu de psychologues, notamment des psychologues cliniques. Et en plus, pour cette spécialité, il faut parler la langue, parce que sinon, la barrière est énorme. La chirurgie, bon, on peut encore y arriver, mais avec la santé mentale, il faut parler la langue. Et on a un vrai problème de manque de ressources humaines dans la région. Notamment parce que maintenant on a cette situation, pas dans un seul pays, mais on a partout. Une priorité, c'est clair, c'est les soins d'urgence. Pourquoi on l'a mis, je l'ai mis un peu plus en bas? Parce que souvent on s'oublie. Soins d'urgence, c'est la chose que tout le monde comprend. Alors, c'est la première demande. C'est ça que les médias vont mettre l'attention. C'est du sang, c'est ça que tout le monde voit très vite. Et bien sûr, il faut le fournir. Mais ce n'est pas nécessairement la première chose à laquelle il faut penser quand on doit déployer une réponse à une crise de réfugiés. Les soins d'urgence, ça serait passé si on ne met pas très vite des soins de santé primaire en place pour prévenir justement des crises. Et ça, comme on verra plus tard, ça devient de plus en plus important. C'était toujours une priorité, mais ça devient de plus en plus important parce que la population qui devient réfugiée de plus en plus, ils ont fait déjà ce qu'on appelle l'epidemiological transition. Alors, le cours de maladies sont plus les maladies infectieuses, sont notamment maladies chroniques, non communicable diseases, hypertension, diabète, toute cette problématique. Alors si on n'arrive pas à faire des soins préventifs, ils vont se décompenser et on va avoir des crises d'urgence qui vont requérir des hospitalisations. Les hospitalisations, c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut tout un investissement d'infrastructure qui, parfois, il existe, parfois, il n'existe pas. Et on ne peut pas l'inventer trop vite. Je parle de l'expérience, par exemple, en Jordanie. Et quand on a eu la deuxième grande vague de réfugiés de la Syrie,
pour le deuxième camp, on a dû mettre en place en hôpital. C'était vraiment un field hospital, un hôpital de campagne, très vite, un conteneur, tout ça. Même avec ça, ça nous a pris 6 mois pour avoir l'hôpital opérationnel. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser très vite. Et une autre priorité pour ECHO, c'est l'accès aux soins de santé pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. On oublie souvent ces deux groupes de personnes qui sont parmi les plus vulnérables dans toutes les crises. En plus, les personnes handicapées, c'est clair. On peut imaginer pourquoi. C'est une problématique. C'est difficile déjà de fuir quand on a un problème de handicapé. C'est une charge pour la famille. Au lieu de contribuer, c'est quelque chose qui ne laisse la famille aller plus vite, marcher plus vite. Alors c'est une charge, c'est toute une problématique pour la famille qui s'en occupe, ou la personne qui s'en occupe. Et ils ont des besoins normalement, niveau sanitaire, encore plus élevés que la moyenne de la population. Alors c'est priorité numéro 1 de nous. Les personnes âgées, c'est pareil, mais surtout parce qu'on voit de plus en plus que ça devient une problématique de plus en plus fréquente. En Ukraine, l'âge moyen de déplacement de personnes déplacées, c'était 70 ans. Ça, c'était l'âge moyen. Alors, clairement, il y avait aussi des enfants, il y avait des familles, mais il y avait beaucoup de personnes très âgées. Les buts, c'est clairement l'intégration des réfugiés et de la population déplacée avec la communauté d'accueil. Ça, c'est le but du point de vue humanitaire, parce que c'est la position de ECHO dans ce sens, des acteurs humanitaires, parce qu'on voit que c'est la meilleure manière pour une solution pour les personnes qui sont forcées à quitter. Les réfugiés serions déjà intégrés dans la communauté d'accueil. Pour s'intégrer dans la communauté d'accueil, du point de vue santé, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs problèmes. Déjà, normalement, ça veut dire en surcharge, sauf pour le service de santé. Tout d'un coup, il y a une augmentation sensible de la chiffre de population qui peuvent faire collapser le service de santé, les temps d'attente pour faire des consultations, les listes d'attente, ça peut devenir clairement un problème. Et c'est là où le but est d'essayer d'augmenter la capacité du système de santé pour pouvoir faire face à cette augmentation de la population, et notamment renforcer les services publics, qui est un peu les buts d'ECHO. Mais ça dépend du système de santé qu'on a dans le pays d'accueil. J'imagine que la plupart, parce que je comprends que la plupart de l'audience, ils sont de médecins, étudiants en médecine, des gens qui viennent du monde sanitaire déjà. Mais bon, comme vous savez, il y a typiquement deux grands systèmes bon, on n'entre pas dans le financement. Au niveau fournissement de services, il y a un système où les fournisseurs sont publics, notamment en Europe, le NHS, en Angleterre, où il y a un système, comme en France, où il y a plusieurs fournisseurs de services qui ne sont pas nécessairement publics. Quand les fournisseurs de services sont publics, comme le cas de NHS, il faut voir s'il y a une capacité d'expansion de services. Ça veut dire que le ministère de la Santé, normalement l'organisme qui gère les services de santé, voir s'ils ont la capacité d'engager plus de médecins, plus d'infirmières, s'ils existent dans le pays, ou s'ils n'existent pas. Et s'il y a une capacité de remonter le nombre de chiffres ou de faire tourner les cliniques plusieurs fois par jour, élargir l'horaire, des trucs comme ça. S'il y a cette capacité
parfois c'est seulement un problème de fournir plus de financement, parce qu'ils peuvent déjà le faire, ils pourraient déjà répondre, et il y a seulement, tout simplement besoin de mettre un peu plus de financement pour payer cet salaire extra. Et il faut voir quelle est la relation et comment ça fonctionne avec le fournisseur, le prestataire privé dans un système comme ça. Et quand, en tant qu'éco, nous normalement on essaye de faire des investissements seulement pour le gouvernement local. On n'essaye pas d'entrer dans le fournisseur privé parce que du point de vue légal, voilà, c'est pas évident. ECO a des exceptions aux règles de dépenses normales de la Commission européenne, où il faut faire des call for tender, toute une série de choses, parce qu'il est compris que ECO travaille dans l'urgence et l'aide humanitaire, on ne peut pas perdre le temps à faire tout ce processus bureaucratique pour la transparence. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne peut pas sélectionner des institutions privées. S'il y a un système d'assurance de maladie, c'est le cas de système comme en France, là, il faut dire qu'il y a... Bon, l'idéal, en théorie, ce serait le paiement des contributions à l'assurance maladie, c'est ce qu'on appelle le Cash for Health, que vous aurez déjà parlé. La vérité est qu'il y a très peu de cas où on peut le faire, mais bon, on a quand même des expériences, on commence à avoir des expériences. J'ai nommé les cas de Iran avec des réfugiés afghans, où on a travaillé avec l'UNHCR justement pour payer la contribution à l'assurance de maladie pour les réfugiés afghans. Et on a aussi des cas, maintenant, on a des pilotes en Biélorusse, en Russie, pour les réfugiés ukrainiens avec la Croix-Rouge. On va voir comment ça va. Le vrai problème, c'est que souvent, on est dans des pays où il n'y a pas une couverture maladie universelle. Si on n'a pas dans le pays une couverture maladie universelle, on risque de prioriser trop la population réfugiée vis-à-vis la population locale la plus vulnérable. Et ça devient un problème politique. En plus, ils vont être stigmatisés, ils vont se sentir que les réfugiés sont mieux pris en charge que leur population locale. Alors, c'est toujours un des problèmes clés qu'on a rencontré dans plusieurs pays. Une dernière point que je voulais dire, raconter, est qu'il y a eu un changement clair dans la situation de réfugiés, notamment dans les dernières années. Et ça, c'est surtout à cause du Moyen-Orient, de pays de crise qu'on a eu en Syrie, en Irak, même Yémen, même l'Ukraine. Parce que ce sont déjà des pays à revenus intermédiaires. Ce ne sont clairement pas de low-income countries, et comme c'était le cas avant la plupart en Afrique. Et ça veut dire deux choses très importantes. Déjà, la demande de besoins par la population qui est réfugiée, ou qui devient réfugiée, est plus importante et beaucoup plus exigeante que dans des pays de low-income countries où il n'y avait pas un système de santé, où ils n'avaient pas accès à trop de services de santé. On rencontre des personnes beaucoup plus âgées, on rencontre des personnes avec de populations qui ont fait déjà cette transition épidémiologique, comme j'ai raconté avant, et où les pathologies les plus fréquentes, ce sont des non-communicable disease, c'est la diabète, c'est l'hypertension, c'est les cancers. Mais le traitement des cancers, c'est très cher. Pourtant, ce sont des personnes qui sont déjà habituées à avoir accès aux
qu'avant la crise, ils avaient accès à les soins de santé pour les cancers. Ils vont demander des services thérapeutiques et diagnostiques beaucoup plus sophistiqués. Par exemple, une des cas qu'on a rencontré dans la dernière crise, c'est tout ce qui concernant l'hémodialyse. Dans des autres populations, nous n'avions pas accès à l'hémodialyse. Alors, voilà, ce n'est pas un service qu'ils s'attendaient. On n'avait pas de malades chroniques, de malades rénales chroniques. Pourtant, maintenant, dans les dernières crises, on le savait, il a fallu mettre en place vite le système de hémodialyse pour les réfugiés. S'assurer de leur donner accès. Tout ça a des coûts financiers énormes. Si on compare par exemple le premier appel des Nations Unies pour la Syrie, c'était presque toutes les humanitaires en appel de l'année précédente. Alors tout d'un coup, on a doublé les humanitaires en appel dans le monde. Ce n'est pas qu'il y a moins d'argent qui est mis pour l'aide humanitaire, c'est que les demandes sont exploitées de loin, comme mon collègue l'expliquait avant. Et il y a plus en plus d'argent, mais malheureusement, les demandes sont, la croissance de la demande est encore plus grande que la capacité de réponse. Et voilà, c'est un peu ça la situation, mais j'aimerais bien